On est aujourd'hui dans un hangar, dans un aérodrome au sud de Paris. On va vous parler d'une histoire extraordinaire, d'un avion fabuleux dont on fête l'anniversaire ces jours-ci. En fait, le 17 décembre 1935, sur un petit terrain dans la région de Los Angeles, à Santa Monica, le terrain s'appelait le Cloverfield, a eu lieu le vol inaugural d'un nouvel avion de chez Douglas. On est à 90 ans de cet événement et l'avion a marqué l'histoire de l'aéronautique. L'avion en question, il est là, juste derrière moi. C'est le DC-3. Le DC-3, c'est un mythe absolu de l'histoire de l'aviation parce que c'est l'avion avec lequel l'aéronautique contemporaine s'est construite. Et on a la chance aujourd'hui d'être à Melun-Villaroche, autre terrain mythique, pour parler pendant cette heure de l'avion qui a révolutionné le transport aérien. Donc derrière moi, voilà, il y a une beauté absolue. C'est une machine magnifique. Et on a la chance d'avoir avec nous son propriétaire, Alain Battisti. Bonjour, merci de nous recevoir ici, Alain. Merci Frédéric. Alain est chef d'entreprise, notamment de la compagnie aérienne Chalair, ancien président de la Fédération nationale de l'aviation marchande à l'époque, qui est devenue l'aviation et ses métiers. Puis surtout, pilote de cet engin incroyable, dont on va vous raconter non seulement l'histoire du DC-3 en général, mais de cette machine-là en particulier, parce qu'elle a des choses à raconter. On va faire le tour de l'avion, on va vous expliquer tous les secrets de cette machine et en quoi elle a révolutionné le transport aérien contemporain, parce que sans lui, le monde serait différent. Comment on tombe amoureux du DC-3 ? Tout petit. Ouais. Tout petit en regardant les cartes Michelin, parce que sur les cartes Michelin, les symboles des aérodromes, ça reste encore la silhouette d'un DC-3. C'est pour ça qu'il reste dans notre mémoire en fait. Peut-être. C'est pour ça qu'il se démode pas. C'est un avion qui a eu effectivement une histoire extraordinaire, qui se poursuit 90 ans après. Et c'est une histoire qui a commencé en Californie, qui était un peu la terre de tous les espoirs dans les années 30 et qui reste aussi toujours une terre d'innovation. Et cet avion, en 1935, lorsqu'il fait son premier vol, il concentre ce qu'on appelle aujourd'hui les briques technologiques, c'est-à-dire tout ce qui fait que ce sera un best-seller, mais surtout un avion extrêmement performant qui crée une véritable rupture, une rupture technologique. Cette rupture technologique, c'est sa silhouette, son efficacité aérodynamique, ce sont ses moteurs, ses hélices. C'est un avion qui, pour la première fois de l'histoire, possède un chauffage. Ah, ça compte. Voilà, c'est un avion sur lequel un ingénieur en acoustique, là aussi pour la première fois de l'histoire, a travaillé. Et il a imaginé un avion silencieux pour les passagers. Et même si on a aujourd'hui le souvenir d'un avion bruyant, c'est parce qu'on parle des avions militaires, la version C-47. Mais le DC-3 à l'origine, c'était un avion pour dormir dedans. C'était le DST, le Douglas Sleeping Transport, qui permettait de faire côte est, côte ouest en dormant à bord de couchettes. Et donc c'est un avion qui est extraordinairement moderne, un concentré technologique, et c'est pour ça qu'il réussit dès 1935 à séduire toutes les compagnies aériennes. Quand on va en Floride chez Kermit Weeks, il y a une grande carte dans le hall de son musée. Dans cette carte, il y a toutes les routes des années 40. Et en fait, toutes ces routes, elles ont été faites et elles ont été dessinées pour le DC-3. Donc un avion qui est un avion civil, DC c'est Douglas commercial. Avion civil de la fin des années 30, avec des moteurs Pratt & Whitney, avion moderne, et avion qui, au lendemain de cette période faste de développement des années 30, va connaître la guerre. Et il est un petit peu à l'image des Américains de cette époque, c'est-à-dire qu'il est civil, et puis la Seconde Guerre mondiale rencontre les États-Unis à travers l'attaque de Pearl Harbor en 1941, c'est-à-dire 2 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et cet avion va revêtir, comme les soldats, l'uniforme. Voilà, de civil, il devient militaire et il va être fabriqué à, au total 13 000 exemplaires. Il va voler sur tous les continents. Au départ, si on reprend l'histoire du DC-3 et du DST, c'est la faute à Boeing si le DC-3 existe. C'est la TWA qui va voir Boeing pour avoir des Boeing 247 et à l'époque Boeing refuse et donc ils vont voir Douglas. C'est ça l'histoire. Alors l'histoire c'est que les avions à l'époque ne sont pas rentables. Ils transportent du courrier, exactement comme l'aéropostale en France. Ils ne sont pas rentables, ils ne peuvent vivre qu'en transportant du courrier subventionné.
Et ce que cherchent les compagnies aériennes de l'époque, c'est avoir un avion économiquement rentable pour le transport de passagers et bien sûr de fret. Boeing développe le 247 qui est un avion plus petit que le DC-2 ou le DC-3. Qui n'emporte qu'une quinzaine de passagers. Exactement. Un DC-3 à l'époque, c'est déjà une trentaine de passagers, entre 22 et 34. Ouais. C'est un avion qui est bimoteur. La plupart des avions de l'époque étaient trimoteurs parce qu'il y avait une espèce de croyance en la sécurité avec 3 moteurs. Et c'est vrai que les moteurs n'étaient pas très fiables. Donc la première brique technologique de cet avion, c'est le moteur Pratt & Whitney. Mais il y avait également le concurrent, le Pratt 1820, qui sont des moteurs réellement aboutis. C'est des moteurs qui ont bénéficié d'énormément d'investissements par le NACA, c'est-à-dire l'agence qui aujourd'hui s'appelle la NASA, mais qui est financée par l'État américain et qui a une politique de prototype, de développement de moteurs. Les capots sont des capots NACA également. Tout ça, c'est lié à ces investissements qui ont été consentis par l'État américain pour aider les constructeurs à mettre au point des solutions pérennes. Mais à ce moment-là, les compagnies qui donc cherchent à renouveler leur flotte de trimoteurs, le Curtiss Condor, il y a des Fokker qui veulent... Les Ford. Les Ford aussi, arrivent donc sur des machines qui sont un petit peu plus modernes. On commence à avoir des avions à train rentrant. Malgré tout, il y a une logique économique qui fait que certaines compagnies n'ont pas accès au Boeing 247. C'est pour ça que la TWA va avoir une autre compagnie. Une autre compagnie qui est une compagnie jeune. Aujourd'hui, on dirait une start-up. Donald Douglas, il arrive en Californie avec ses 3 enfants, sa femme et son labrador. Et il s'installe à Pacific Palisades. Il loue une blanchisserie auprès d'un Chinois. On est dans Lucky Luke. Il crée un bureau d'études d'abord. Et le talent peut-être de Donald Douglas, c'est de recruter les meilleurs ingénieurs. Il recrute un gars qui a fait une belle carrière en aérodynamique qui s'appelle Jack Northrop. Il recrute Kindleberger qui sera le grand ingénieur de North American et qui sera notamment le patron du projet Mustang et puis du B-25 aussi. Et donc Douglas a ce talent de recruter les meilleurs talents aujourd'hui, c'est le terme qu'on utilise, les meilleurs ingénieurs de l'époque, de créer un bureau d'études où il y a peut-être une compétition, mais surtout une compétition qui crée des produits intelligents et qui sont en rupture. Et ça, c'est une chance. Cet avion, il est tripale, donc ça c'est fait pour aller plus vite, pour grimper plus vite, mais aussi pour réduire le bruit en cabine. Il est équipé également de dégivrage, donc il peut voler dans des conditions givrantes, ce qui était un problème à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. C'est aussi un avion qui est équipé d'un pilotage automatique, ce qui était excessivement rare. Donc tous ces progrès concourent à en faire un avion efficace, sûr, mais aussi un avion qui est rentable. Il emmène 4 tonnes de charge utile. Donc 4 tonnes, ça devient une charge payante qui est rentable, tout simplement. Ce qu'on dit, c'est que c'est avec le DC-3 que les compagnies aériennes deviennent rentables et commencent à gagner de l'argent sur leur exploitation propre. C'est vrai, c'est avéré. Ah, c'est tout à fait le cas, parce que la charge utile de 4 tonnes, correspondant soit du passager, soit du fret, effectivement, paye l'ensemble des coûts directs et des coûts indirects d'une compagnie aérienne. L'avion vole en 1935. Comment il est reçu par les compagnies aériennes? Est-ce que c'est un avion qui va se vendre très vite, beaucoup, ou comment il est reçu? Parce que moderne, donc forcément c'est un avion qui est un petit peu plus coûteux que les appareils précédents. Donc comment il est reçu? Il est plébiscité en fait par les compagnies aériennes, puisqu'on dit qu'en 1940, à la fin de l'année 40, c'est-à-dire 5 ans après son premier vol, il équipe 98% des compagnies civiles américaines. Il se vend à combien là, il se vend à peu près 1 millier d'exemplaires avant le début de la Seconde Guerre, enfin l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Donc. Et pour la petite histoire, si je peux me permettre une petite incise, le tout premier à voler, le DST, qui vole donc le 17 décembre 1935, fait une carrière chez American Airlines, il est revendu chez TWA, et puis quand arrive la guerre, il est mobilisé, il part dans l'US Army, et malheureusement, je crois que c'est en 1942 ou 1943, il s'écrase, tuant son équipage dans le Missouri. Il avait 17 000 heures de vol. C'est des avions qui volaient déjà énormément en fait. Oui. On va faire le tour de l'avion, on va faire une prévol, on va profiter qu'on a l'engin derrière nous, avec nous, pour voir un petit peu spécificité. Alors, votre avion, celui-ci, il a été construit en quelle année? Alors, celui-ci, à l'origine, est un C-47B, pour les puristes, 35DK. C'est un avion qui a été construit dans l'Oklahoma, à Oklahoma City. C'est un avion de fin de guerre, puisqu'il est livré en avril 1945 à l'US Air Force,
qui va aussitôt le rétrocéder à la Royal Air Force. Et cet avion va être engagé pendant la fin de la guerre dans le Pacifique auprès de 3 squadrons successivement de la Royal Air Force. C'est donc un avion qui a participé au combat, mais finalement, cette carrière militaire entre 44 et 45, c'est peanuts par rapport à tout ce qu'il a vécu derrière. Alors, son engagement militaire va durer quelques mois, effectivement. Il est équipé de ce qu'on appelle le glider pack, c'est-à-dire que d'origine, il est destiné à tracter des planeurs et à larguer des parachutistes. Et il a un équipement au niveau de son double compresseur qui lui permet de faire the HAMP, donc dans la guerre du Pacifique, dans le CBI, China, Burma, India, de voler à une altitude assez élevée grâce à un compresseur que l'on actionne électriquement depuis le cockpit. C'est un avion qui aurait pu donc être utilisé sur les fameuses missions qui ont traversé l'Himalaya entre la Chine, la Birmanie, l'Inde. Mais lui, il ne l'a pas fait en fait, il est resté, on ne sait pas trop. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement s'il a été déployé, en tout cas les squadrons qui utilisaient cet avion ont été déployés derrière les lignes japonaises à cette époque-là, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, puisque la guerre se prolonge au-delà de la reddition japonaise dans le cas de la Chine. D'accord. Et donc, après cette période militaire, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que s'il est encore là, vaillant aujourd'hui, c'est que... Alors cet avion, en fin 1945, est repéré en Égypte, c'est-à-dire qu'il ramène des blessés, des prisonniers, entre l'Asie et l'Europe, et il fait des allers-retours fin 1945 et toute l'année 1946 entre l'Extrême-Orient et l'Angleterre, contribuant au rapatriement des troupes britanniques et en particulier des gens qui ont été blessés ou prisonniers. À partir de là, il est rétrocédé par la Royal Air Force à la Royal Canadian Air Force et il part en 1947 au Canada où il va poursuivre une assez longue carrière jusqu'au milieu des années 70 dans l'armée canadienne où il sera transformé en avion de transport VIP. Et la légende dit qu'il a transporté la reine d'Angleterre. En attendant, de façon certaine, il a transporté le maréchal Montgomery. On a une photo qu'on pourra publier. Et il y a également une petite vidéo Pathé Cinéma qui montre Montgomery descendre de cet avion et les marquages sont certains, sont authentiques. Donc jusque dans les années 70, un avion militaire en fait. C'est un avion qui a une carrière militaire de presque 40 ans, qui ensuite va rejoindre une première compagnie civile qui est Air Manitoba, où il va être utilisé pour faire des lignes au Canada. Et ensuite, il rejoindra la France pour être acheté en fait avec une destination particulière, puisqu'il était destiné à réaliser les missions au Kavango avec Nicolas Hulot. Et il avait été acheté dans sa version qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une version de luxe de transport de passagers pour transporter l'équipe, sachant qu'un deuxième Dakota devait transporter le matériel. D'accord. Et donc vous le récupérez, vous le rachetez. Il y a combien de temps que vous l'avez... Alors cet avion connaît des vicissitudes, une casse moteur. Le moteur 2 est cassé lors d'un vol d'essai. Et son propriétaire l'abandonne sur un terrain à Dinard pendant presque 10 ans. Et la semaine qui précède la destruction de l'avion qui était programmée, les mécaniciens de Dinard qui étaient en charge de la destruction de l'avion me téléphonent, arrivent à me joindre en me disant « écoutez, il faut que vous sauviez l'avion ». Et mon directeur technique, je me souviens à l'époque, m'appelle et me dit « Alain, il cherche un fou, j'ai pensé à vous ». Et donc on va un samedi avec quelques amis à Dinard regarder cet avion qui est enserré par les arbres, puisqu'il a été abandonné sur une plateforme. Et on se dit, bah oui, allez, on va essayer de faire quelque chose. La décision est prise parce que je ne savais pas. Vous aviez une appétence particulière pour l'avion? C'était donc une machine qui vous avait marqué? Vous cherchiez un DC-3 ou alors c'est une opportunité qui s'est ouverte d'avoir un avion peu courant finalement à exploiter? Chez les fanats d'avions, il y a quelques icônes. Oui. On pourrait imaginer de faire voler un Concorde, mais c'est un peu compliqué. Le DC-3 fait partie des icônes accessibles, comme peuvent l'être le Mustang ou le Spit, ou même des avions beaucoup plus modestes, comme le T6 ou le Piper J3. Donc oui, ça fait partie des icônes dont je rêvais secrètement au fond de moi-même. Il y a eu une opportunité
Ça s'achète, une épave, ça s'achète à pas grand-chose, c'est ça. Alors, comme toutes les épaves, au début, on est intéressé, et puis c'est pas très cher. Et puis au final, on se retrouve avec un beau billet, à la fois pour l'achat de la machine et puis surtout sa restauration, puisque c'est un total d'investissement sur plusieurs années de presque 500 000 €. 500 000 € pour partir d'une épave abandonnée pendant 10 ans à un avion opérationnel. Opérationnel et pleinement opérationnel. Pleinement opérationnel. On peut faire le tour de la machine, on a 5 minutes, là oui. on peut en profiter. Alors, un détail intéressant, la position des échappements. On voit ici qu'on a un silencieux. Alors, on voit un petit peu quand même la sortie d'échappement. C'est un avion où chaque moteur consomme à peu près 200 litres de carburant à l'heure. Et combien d'huile? Et jusqu'à 2 gallons d'huile à l'heure, c'est-à-dire un petit peu moins de 8 litres à l'heure. Consommation 16 litres d'huile à l'heure de vol, un peu moins de 400 litres d'essence. Donc évidemment, un gros échappement, un silencieux, mais c'est la position des échappements qui sont à l'opposé du fuselage. Ils ne sont pas du tout symétriques. Et ça fait partie des recommandations de l'ingénieur acousticien chez Douglas, qui avait décidé qu'il fallait qu'il soit opposé au fuselage, en contreposition du fuselage, justement pour réduire le bruit. On a une particularité aussi, c'est le train d'atterrissage qui ne rentre pas complètement dans le... Alors on a un train d'atterrissage qui a une cinématique un peu bizarre, il est cassé, c'est-à-dire que lorsque le train rentre, il va s'ouvrir, il va rentrer dans ce compartiment et rester affleurant. Tout simplement lié à l'encombrement de la roue, quand même déjà significative. Alors pourquoi une telle roue? Pour pouvoir se poser sur des terrains non préparés, donc en particulier des terrains en herbe ou des terrains en terre battue, en latérite ou des choses comme ça. Et ça, c'est une caractéristique intéressante parce qu'elle reste applicable aujourd'hui. Les versions à turbine sont toujours utilisées sur des terrains sommaires, là où des avions plus lourds, comme par exemple un ATR-42, ne pourraient pas se poser à cause de trains d'atterrissage trop limités. Et si la roue est affleurante, ça permet aussi, est-ce que c'était aussi dans le cas où il y a un atterrissage train rentré, où ça puisse préserver un petit peu la cellule, comme ça peut se raconter parfois? Je ne suis pas sûr que ça ait été pensé comme ça, parce que c'est un problème d'encombrement par rapport au longeron, et je ne suis pas certain qu'il y ait la place pour le rentrer davantage. Donc en fait, c'est une solution pragmatique. C'est une solution pragmatique, sachant que le radiateur d'huile ici sert quelque part de déflecteur aérodynamique, et donc le fait que la roue ne sorte que soit pour un quart affleurante n'est pas un handicap aérodynamique. C'est un avion qui croise à quelle vitesse à peu près? Alors, comme tous les avions de ligne, et celui-ci c'est un vrai avion de ligne, c'est un avion de plus de 12 tonnes, c'est un avion qui, en fonction de la puissance appliquée, peut voler plus ou moins vite. En utilisation aujourd'hui, on vole aux alentours de 135, 140 nœuds, mais à l'époque où l'avion faisait de la ligne régulière et donc on recherchait une efficacité, il volait plutôt aux alentours de 155 à 165 nœuds. On n'est pas sur des vitesses extraordinaires où l'aérodynamique prend un pas important, donc le fait qu'il y ait des pièces affleurantes comme ça, c'est pas quelque chose de pénalisant, c'est peut-être aussi ça le calcul de Douglas à ce moment-là. Oui, c'est un compromis. Un avion, à l'époque comme aujourd'hui, c'est un compromis entre sa charge offerte, la puissance, la consommation, les systèmes qui sont mis à bord. Et ce compromis, il était gagnant à l'époque, il reste efficace aujourd'hui, sachant qu'on emmène toujours 4 tonnes de charge utile avec 8 heures d'autonomie. Donc certes, l'avion n'est pas très rapide, mais il va loin. À l'époque, il est rapide. Il faut se rappeler qu'en 1935, les chasseurs de l'armée américaine sont des biplans. Et ils ne volent pas plus vite que le C-3. Peut-être qu'ils n'arriveraient même pas à le rattraper. Peut-être pas. Oui, c'est ce qu'on avait vu dans une émission précédente, puisqu'on a eu reçu Kathleen qui est pilote en Alaska et qui nous dit en fait des avions quand même 3 tonnes de charge utile et qui se posent sur des plages, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout avec des roues de cette taille et la capacité à aller à peu près partout. Autre caractéristique, les volets qui sont là totalement déployés. On a 4 volets. Y compris donc sous le fuselage en fait. Voilà, sous le fuselage, la section centrale, l'aile ici vient se fixer ici. Il y a près de 1200 boulons au total entre les deux ailes. Et on a donc des volets qui sont à 4 positions successives, qui permettent de réduire la vitesse évidemment d'approche de l'avion et qui ont à la fois augmentent la sustentation et servent d'aérofrein. Oui, parce que là, oui, ça freine beaucoup, très fort. Là. Voilà. Vu comment ils sont sortis. Envergure de 30 mètres,
un tout petit peu moins de 30 mètres, ce qui est considérable, sachant que les versions turbinisées voient l'envergure se réduire, je crois, d'à peu près 1,20 m, ce qui signifie que c'était peut-être pas tout à fait nécessaire d'avoir une telle envergure. En fait, il est très voilier finalement. C'est un appareil qui a une portance assez importante et donc très significative. Ouais. Oui. C'est un avion qui peut encore voler aux alentours de 57 nœuds, 60 nœuds. Alors ça dépend évidemment de la masse. Donc on a 150 nœuds en croisière, on est à 60 nœuds en vitesse d'approche. En vitesse d'approche, elles sont affichées puisque c'est un avion de la Royal Air Force en MPH. Oui. Donc on est à 85 MPH, 80-85. On a des ailerons qui sont extraordinaires. On est à presque 7 mètres d'aileron. Il y a une grosse autorité au manche en fait. Alors, il y a une grosse autorité au manche à condition d'avoir des bras de culturiste. Alors, ça n'est pas une question qui se pose lorsqu'on vole en croisière, évidemment, et quand on fait de la ligne, mais quand on le présente en meeting, ça devient un avion musculaire, ce qui n'est pas le cas dans une utilisation normale. Oui, forcément, il y a beaucoup de portance sur l'aileron. Il y a à la fois un effet aérodynamique, de freinage tout simplement, une efficacité un petit peu douteuse. On a coutume de dire que le pied précède le manche. Il y a un lacet inverse monstrueux. Donc. Il y a du lacet inverse, il y a pas mal d'effets aérodynamiques, effectivement, qu'il faut apprendre à gérer. Et on n'y pense plus au bout d'un moment parce que c'est un avion agréable dans le sens où il pardonne beaucoup. Il ne prévient pas tellement au décrochage, mais il pardonne beaucoup. Voilà. Mais c'est un avion qui est, en termes de commande de vol, assez cohérent, c'est-à-dire qu'il faut les mêmes efforts, non? Alors, 1935, on n'a pas les règles de certification d'aujourd'hui. La profondeur est assez légère, elle correspond en gros aux profondeurs d'un avion de ligne d'aujourd'hui ou même d'un avion léger, ce qui n'est pas du tout le cas des ailerons. La dérive est monstrueuse, elle est très significative. Par contre, elle est très limitée. On ne peut pas être en plein débattement, par exemple en croisière. On est très très vite aux limites de résistance de la structure qui porte la dérive. Donc le pied avec modération. Le pied avec modération, ce qui est en particulier lorsqu'on fait de la patrouille. Théoriquement, on utilise beaucoup le palonnier pour se ralentir, s'aligner, etc. En DC3, il faut faire très attention de ne pas être dans les butées et de rester plutôt serein sur l'utilisation de ces commandes. Ce n'est pas les standards actuels d'effort aux commandes en particulier. Donc là, on est derrière. Alors, le vôtre a des bandes de débarquement? C'est un clin d'œil. C'est un avion qui est destiné aujourd'hui à faire essentiellement des fêtes aériennes, des meetings, des airshows. Il fait un petit peu de tournage de cinéma. Et c'est vendeur d'avoir les bandes du débarquement. Et puis bon, on a fêté les anniversaires de 2019 avec des Dakota américains qui nous ont rejoints. On a remis ça l'année dernière en 2024. On a notamment survolé les chefs d'État qui étaient réunis en Normandie. Et donc il est assez logique de rendre hommage à ce qui a fait rentrer cet avion dans l'histoire de France. Oui, c'est le 6 juin 1944, c'est un millier de C-47. C'est un millier de C-47 qui sont réunis dans le sud de l'Angleterre, qui mettent en route les moteurs. Donc imaginez, c'est presque 2000 moteurs qui sont mis en route. C'est 1500 planeurs, c'est des milliers d'hommes. C'est la veille du débarquement. La météo, on est dans un ciel de traîne et les jeunes gens qui pilotent ces avions, les vieux avaient 25 ans, il faut garder ça en tête. Ils avaient, pour les plus expérimentés, 1 millier d'heures de vol, s'alignent, se réunissent, se rejoignent en vol, se regroupent. Il faut plus de 2 heures pour se regrouper avec ce genre de formation. Traverse la Manche de nuit. Pour l'avoir traversé un jour où il ne faisait pas très beau, tout est gris au-dessus de la Manche. Et imaginez l'horreur, lorsque les premiers arrivent, ils larguent les pathfinders, donc les éclaireurs, ils larguent les balises. Mais ceux qui arrivent derrière voient la DCA. Elle s'illumine au loin dans la nuit. Et vous continuez sur votre axe alors que vous allez vers le feu. Voilà. Il y a eu des pertes. Il y a eu énormément de pertes et il faut imaginer la situation psychologique de ces pilotes qui n'avaient pas été vraiment préparés à ça, même s'ils étaient évidemment dans une ambiance de guerre. Mais enfin là, ils la font pour de vrai, ils voient la mort arriver vers eux et ils continuent. Nous, aujourd'hui, on a l'expérience, on a l'histoire, on a tout ça qui nous fait deviser sereinement au sol aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait quelque chose qui a dû être vécu positivement à l'époque. Mais c'était le job, il fallait le faire.
Oui, ils emmenaient une trentaine de parachutistes qu'il fallait larguer sur le Cotentin ou en arrière des plages pour sécuriser. Donc ces avions ont été utilisés bien sûr en Normandie, mais ils ont été utilisés avant partout, en particulier en Inde, en Birmanie, en Chine. Ils ont été utilisés dans le Pacifique, évidemment. Ils transportaient le cargo entre les îles, ils transportaient les hommes, la nourriture, les animaux, les munitions. Enfin, c'était un avion, le courrier, qui servait absolument à tout. Et Eisenhower a dit que c'était un des avions qui a permis de gagner la guerre avec le bazooka, la Jeep. Alors, la déclaration d'Eisenhower, si je me souviens bien, c'est les États-Unis ont gagné la guerre grâce à 4 facteurs. Bon, la bombe atomique, le bazooka, la Jeep et le C-47. Je pense qu'il savait à peu près de quoi il parlait. Exactement. Au début, ce n'est pas le premier choix de l'armée américaine. Rappelez-vous, sa dénomination C-47 dans la nomenclature américaine. Ça veut dire qu'il y a eu un C-46. C'est un Curtiss, c'est ce qu'on appelle le Curtiss Commando. C'est un avion qui est beaucoup plus gros, qui a un fuselage qui est presque 2 fois plus volumineux, plus puissant. Et malheureusement, lorsque le Curtiss C-46 est essayé, le vol d'essai par les pilotes d'essai américains de l'Air Force se termine par un drame, un crash et la mort de l'ensemble de l'équipage. Et donc le C-46 n'est pas au point au moment du choix. Les Américains, qui sont des gens pragmatiques et déjà à l'époque l'étaient particulièrement, se rabattent sur le DC-3 qu'ils transforment en C-47 avec des moteurs plus puissants que le moteur civil, 1200 chevaux. Les premiers DC-3, les DST, faisaient aux alentours de 1000 chevaux. Et des structures renforcées, notamment le plancher renforcé et un système de porte cargo à double battant qui permet de rentrer une Jeep, qui permet de rentrer du matériel. Sachant que cet avion, qui avait une porte cargo, a été rééquipé avec une porte civile, on va le voir de l'autre côté. Ok, donc les Américains ont besoin de transporter, il y a ça qui est disponible, qui est en production, qui fait l'affaire, et là les commandes tombent. C'est un avion éprouvé, c'est un avion fiable. Les moteurs sont disponibles, toute l'avionique est disponible et donc il est fabriqué d'abord en Californie, à Santa Monica, et puis ensuite on crée une usine en Oklahoma pour fabriquer en masse cet avion. Au total, 13 000 exemplaires seront fabriqués, sachant qu'il sera fabriqué bien sûr aux États-Unis, mais il sera fabriqué également au Japon. Curieusement, la licence avait été vendue avant la guerre auprès des Japonais qui en ont fabriqué, je crois, de l'ordre de 800 exemplaires. J'avais fouillé un petit peu la doc. C'est le Shiwa, je crois. Ouais, le L2D. Et en fait, la production japonaise n'est pas connue avec précision. Non. Et en fait, on a des chiffres qui vont de 800 à 2000 exemplaires. Oui. Et c'est pareil pour les Russes avec le Lizunov, où plusieurs chiffres circulent. Je ne me prononcerai pas. Ouais, je crois qu'on dit 2000, 2500 Lizunov. Il en existe quelques-uns qui ont survécu, notamment un qui est opéré en Hongrie et qui nous a rejoint notamment en 2019 en Angleterre. Et on est resté 3 semaines avec, en compagnon de vol, un Lizunov dans notre formation. Alors pour reconnaître un Lizunov d'un C-47, ça se passe là. Là, il n'y a pas de porte, donc c'est un C-47. S'il y a une porte, ça peut être un DC-3. Qui pouvait avoir la porte à droite, ou un Lizunov qui a la porte à droite. Les passagers sur les avions C-45 embarqués de l'autre côté, on va faire le tour de l'avion. Si l'avion est métal, on a quand même des gouvernes qui ici sont entoilées. Oui, c'est une gouverne entoilée, mais bon, l'entoilage, ça fonctionne. Hein. Les Spitfire et même les Corsair avaient pour certains exemplaires des voilures qui étaient partiellement entoilées, ou en tout cas des commandes de vol entoilées. Ici, on a une belle pièce, hein, regardez, la profondeur, je disais tout à l'heure, elle est légère, elle est efficace et elle est symétrique, c'est-à-dire que cette pièce se monte à droite, mais également à gauche, il suffit de l'inverser. Et avec le compensateur avec le aussi. TAB, voilà, le compensateur qui existe. Donc en fait, ça fait partie du processus industriel américain de simplifier l'avion, d'avoir des pièces interchangeables d'un côté et de l'autre pour pouvoir produire en masse. Absolument. Et on retrouve ça dans tous les détails de l'avion. Par exemple, les pompes carburant sont des pompes carburant qui sont quasiment les mêmes sur T6, sur B25, sur C45. Il y a la taille qui peut varier. Mais c'est le même principe et souvent elles sont interchangeables. Alors, caractéristique du C-47 et en particulier de celui qui tracte les planeurs, c'est cette arrière qui est tronquée. Alors, à l'origine ici, il y avait une fermeture éclair avec une toile. D'accord. Là, on ne l'a pas encore restauré dans sa configuration d'origine et à l'intérieur du croupion, on a 3 trous qui servent pour fixer
le treuil qui va permettre de venir accrocher la corde qui tracte le planeur. Donc celui-ci était équipé du glider pack, donc le kit pour tracter les planeurs, et il avait cet arrière tronqué. Les DC3 avaient souvent un arrière pointu, et certains ont été modifiés après la guerre, notamment celui qui est à la Ferté-Alais, avec un arrière qui est de nouveau pointu, et on vient fixer le carénage sur les prisonniers qui sont ici. Donc effectivement, là on a une surface au niveau de la gouverne de direction qui est monstrueuse. Qui est tout à fait monstrueuse, avec un compensateur qui est assez costaud. Donc effectivement, on retrouve, alors l'articulation elle est dessus voilà, ici elle est en dessous, tout simplement. C'est la même pièce en fait. Mais c'est la même pièce et elle est au-dessus de l'autre côté. D'accord, donc c'est juste symétrique. Voilà. Dans la conception, il y a eu beaucoup d'intelligence pour rendre l'avion efficace, mais aussi maintenable, c'est-à-dire que la plupart de la maintenance, elle n'est pas aisée, mais elle est accessible. Ça a été pensé dès le début pour une utilisation intensive, c'est l'avantage d'un avion de ligne. Et donc, on a beaucoup d'intelligence dans cet avion. Et on le vit encore aujourd'hui, puisque nous faisons une maintenance qui n'est pas celle d'un avion de ligne, puisqu'on ne fait pas 1500 heures par an. Mais on a une maintenance quand même qui est très significative. Qu'est-ce que c'est ? Des partiteurs statiques, c'est pour donc évacuer l'électricité statique qui peut s'accumuler sur la cellule au cours du vol. Évidemment, l'avion est en maintenance hivernale. Oui. À l'origine, on a une porte cargo. Celui-ci avait une porte cargo. Il a été modifié en 1979, si ma mémoire est exacte, où on a mis une porte passager. Mais la porte cargo, donc c'est deux vantaux qui s'ouvrent et avec à l'intérieur de la partie avant une porte qui ressemble à celle-ci, qui permet éventuellement d'avoir uniquement une porte passager à l'intérieur de la double porte. Aujourd'hui, on a une configuration qui est un peu différente puisqu'on a une soute qui est ici. Donc c'est une soute à bagage. Voilà. Et ce qui est ici, en fait, c'est ce que nous appelons le lot de bord, c'est-à-dire un certain nombre d'ingrédients, de pièces de rechange. On a ici démarreurs, magnétos, des outils qui nous permettent, en cas de panne sur un meeting aérien ou sur un déplacement, de réparer par nous-mêmes. On a également une barre de tractage démontable, escabeau bien sûr. Tout ça, ça rentre dans cette soute. Évidemment, c'est pesé. On a un listing d'inventaire et ça nous permet de nous dépanner. Il nous est arrivé, par exemple, à Cholet, il y a quelques années, de devoir changer un démarreur pendant le meeting, le samedi après-midi. L'avion est tombé en panne et on a remplacé le démarreur au bout de quelques heures de travail à bout de bras sur l'herbe. Au niveau centrage, c'est un avion compliqué à charger ou alors il permet tout ? C'est un avion tolérant et néanmoins il faut quand même faire attention au centrage, évidemment comme tout avion, mais il est tolérant on va dire. Alors il y a beaucoup de légendes sur la charge offerte du DC-3. Aujourd'hui c'est entre 3 et 4 tonnes en fonction de l'essence que l'on embarque. Il faut savoir que ces avions ont été utilisés de façon non raisonnable, tant dans leur utilisation militaire pendant la guerre qu'au lendemain de la guerre. Donc on disait par exemple en 1944 ou en 1945 les vénérables DC-3, enfin C-47, Dakota, à bout de souffle. Non, ils n'étaient pas à bout de souffle, ils étaient surchargés ces avions. On chargeait tant qu'il y avait de la place. Par exemple des munitions, par exemple. Il y a une anecdote sur les plaques PSP dont on faisait le sol sur des terrains sommaires. Certaines étaient en acier, d'autres étaient en aluminium. Et un jour, un Américain a eu beaucoup de mal dans l'Air Force à décoller, je crois, de France pour aller en Allemagne. Ils avaient considéré les plaques comme étant en aluminium, alors que c'était des plaques en acier qui avaient été chargées. Donc 40% de masse en plus, ce qui n'est pas très agréable pour l'avion et pour l'équipage. Donc en fait, c'est un avion qui encaissait très bien d'être surchargé finalement. C'est ça aussi l'explication. Il encaissait bien d'être surchargé, mais à l'époque, on acceptait de casser des avions. On vivait la guerre où on en sortait. Casser des avions et casser des bonshommes faisait partie de la vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on refuse, heureusement. Les moteurs, ils ont été prévus pour de l'essence avec un indice d'octane de 130 comme à l'époque. Aujourd'hui, on l'utilise avec de la 100 LL, donc il y a moins d'octane. On perd en puissance sur les moteurs ? Alors, ces moteurs, c'est des tirets 92, donc c'est des moteurs qui ont été modifiés, adaptés à la 100 LL. D'accord. Ok, donc l'avion est adapté aujourd'hui. On pourrait faire du transport de plaques PSP encore avec ces machines-là s'il fallait. On pourrait le faire. Alors, je me souviens d'un pilote canadien qu'on avait rencontré il y a quelques années qui avait un Dakota avec porte-cargo et qui un jour l'avait chargé avec des charpentes de bois pour aller auprès d'une pourvoirie et il n'arrivait pas à fermer la porte-cargo.
Alors il me dit, je me suis douté que j'avais mis un peu trop de bois, sauf qu'au lieu d'en enlever, il a réaménagé le chargement pour pouvoir fermer la porte. L'avion était certes tolérant, mais on avait des gens quand même un peu givrés qui faisaient presque n'importe quoi avec ce genre d'avion. Alors il y a une anecdote qui est très très belle, qui est liée à l'histoire du pont aérien de Berlin. Nous sommes au lendemain de la guerre, les Russes ont déjà des envies d'envahir l'Europe. Ça n'a pas changé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Quand je dis l'Europe, l'Europe libre. Et donc, enserre Berlin, coupe les approvisionnements terrestres, que ce soit ferroviaire ou routier de Berlin. Seul le pont aérien peut être possible à travers 3 voies qui traversent l'Allemagne. Donc les 2 avions qui ont été engagés sur le pont aérien de Berlin, principalement, sont le DC-3 et le DC-4. Version militaire, C-54 et C-47. Et un jour, un Américain qui mangeait des bonbons, un pilote de l'Air Force, voit des enfants à l'approche de Berlin et il prend la poignée de bonbons et par la fenêtre tempête, qu'on ouvrira tout à l'heure, jette tout simplement cette poignée de bonbons. Et là, il y a une petite fille qui a 4 ans à l'époque qui écrit une lettre. Monsieur Eisenhower, c'est très sympathique, vous survolez notre maison, vous avez jeté, un de vos pilotes a jeté des bonbons, c'est très très bien. Ma maman se plaint souvent du bruit des avions parce que ça empêche notamment la poule de pondre des œufs, ce qui est très embêtant, mais est-ce que vous pouvez demander à vos équipages de larguer des bonbons parce que ça plaît beaucoup aux enfants? Et cette lettre, elle est remontée. Elle est remontée jusqu'à l'état-major et là, ils ont décidé de faire une action de promotion ou de propagande ou de réclame, je ne sais pas, à l'époque on disait réclame certainement. Et donc les équipages qui volaient de jour larguaient régulièrement des bonbons. Et donc ce sont devenus des bombardiers de bonbons. En allemand, les Rosinenbomber. Exactement. Et le pilote qui avait initié ça est décédé il y a 2 ou 3 ans. Et on avait fait un article, j'avais fait l'article pour Aérobuzz. Imaginez-vous qu'en 2019, on a, avec nos amis américains, puisqu'il y a eu une vingtaine de DC-3 et de C-47 qui ont traversé l'Atlantique, nous ont rejoints en Angleterre, on a refait le chemin du pont aérien de Berlin. On a retrouvé le colonel, puisqu'il était devenu colonel, et on a retrouvé la petite fille, qui était une femme déjà un peu âgée. On les a réunis en Allemagne sur une base militaire et on a mangé le barbecue avec eux. Et de façon plus, comment dirais-je, pleine d'émotion, on a survolé Berlin en rase-motte. On a eu une dérogation et en juin 19, on s'est retrouvé à 21 Dakota à survoler Berlin à 500 pieds. Je dis bien 500 pieds sol. Le terrain a été fermé, le terrain d'aviation. Le colonel était placé dans une Jeep au bout du terrain et nous avons survolé le colonel. Voilà. Du côté de Tempelhof. On a survolé Tempelhof et ensuite Tegel. Et c'était à Tegel que ce survol a eu lieu. Sachant qu'on avait été autorisé à se poser à Tempelhof. C'est posé à Tempelhof. Alors, il était prévu que nous nous posions un dimanche après-midi. Nous avons reçu l'autorisation le dimanche soir. Ah, raté. Dommage. Raté. Alors, porte-cargo aujourd'hui, transformé en porte-passager, donc avec ah oui, ce joli ouvrage d'aluminium qui nous permet d'accéder à l'avion. Bon, bah je monte. En fait. Allez, hop. Attention à ne pas se cogner la tête. Ah oui, là effectivement, on sent que l'avion il a été pensé pour un transport un petit peu VIP. Alors on est effectivement là dans une configuration qui n'est pas la configuration des C-47 qui larguaient des parachutistes au-dessus du Cotentin. Non, cet avion a été transformé lorsqu'il a rejoint la Canadian Air Force pour devenir avion VIP. Non. Et il a été notamment donc, équipé de sièges qui avaient le même look que ceux-ci. Donc on est typiquement dans des looks art déco des années 30, avec tous les détails, notamment vous voyez, les aérateurs, les chevrons sur les éclairages, ce qui donne une ambiance très sympathique, très glamour. Mais c'était la mission de cet avion qui transportait des dignitaires de 1950 au milieu des années 70 dans le cadre de son activité au Canada. Dans les années 70, c'était encore un avion d'affaires. C'était un avion de servitude, comme on dit, de servitude. Ah oui, de servitude plus. Mais il transportait des dignitaires étrangers ou canadiens, principalement. Là, on est à l'intérieur. Bon, là, évidemment, l'avion est en maintenance, les moteurs ne tournent pas, mais l'ambiance sonore à l'intérieur de l'avion, elle est quoi? Il faut un casque pour supporter le voyage ou on peut se parler? Parce qu'on n'est pas dans les coques nues des avions cargo. Là, on est
quand même un tout petit peu plus, mais c'est quoi le niveau sonore? Alors là, l'avion, lorsque nous l'avons récupéré et restauré, ici, tout ça, c'était couvert de moisissures, c'était vert, il y avait des algues par terre. Ah, des algues. Donc on a dû... Mais oui, l'humidité avait Oui. gagné la cabine. Donc on a restauré entièrement cet appareil et effectivement, il est très bien insonorisé et on peut se parler en vol de quasiment l'avant à l'arrière de la cabine sans trop élever la voix. Il est confortable. Par contre, sonore. Par contre, il a un petit peu de roulis et c'est vrai que lorsqu'on est passager, qu'on est en air turbulent, c'est un avion qui bouge quand même pas mal et qui peut indisposer les passagers qui sont habitués au confort des avions de ligne d'aujourd'hui, qu'ils soient hélice ou à réaction. Oui, alors il y a des avions contemporains qui ont le même problème. Je pourrais parler du CASA 235 de l'armée de l'air, c'est un petit peu pareil, hein, mais bon, ça se supporte bien. Moi, j'avais entendu dire aussi que l'avion était très sensible en termes de, comment dire, c'est du tangage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se déplace dans la cabine, le pilote doit ajuster le trim en fonction du déplacement des passagers. C'est vrai, c'est une légende ou Alors le pilote doit compenser musculairement le temps que le passager se repositionne, ou alors il peut jouer du trim effectivement. Et un autre petit jeu lorsqu'on fait des voyages, c'est de mettre 2 ou 3 de nos passagers à l'arrière à sautiller pour donner l'impression au pilote qu'il se passe quelque chose. Ah, parce que sinon ça bouge pas et on s'ennuie? Sinon Non. on s'ennuie un petit peu aux commandes. Oui. Non, On peut on s'ennuyer peut aux pas commandes? s'ennuyer parce Non, c'est pas qu'on possible. vole dans une icône. Mais il faut oublier que c'est une icône et il faut le considérer comme un avion, donc être attentif à ce qui se passe. Mais de temps en temps, réveiller ceux qui sont devant fait partie du jeu de l'équipe. Bon, alors c'est un avion, vous l'exploitez vous en avion de collection, il est matriculé Alpha Zoo, donc c'est un registre des aéronefs de collection. C'est quoi d'exploiter un DC-3 en 2025, 90 ans après que l'avion ait été pensé? Comment on l'entretient, comment on trouve des pièces, comment on qualifie les pilotes? C'est quoi de faire voler cet avion aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la maintenance, il y a ensuite l'utilisation, la qualification. Alors tout ça, ça se fait avec le temps. La maintenance, c'est la clé de toute façon. Pour 1 heure de vol, on a la coutume de dire qu'on a entre 10 et 100 heures de maintenance. Alors pourquoi? Parce que certaines années, on décide de faire de gros travaux de chaudronnerie. 90 ans après, la corrosion peut guetter certaines parties de l'avion. Aujourd'hui, il est sous hangar, il est donc totalement abrité. On garde un chauffage à bord de l'avion tout au long de l'hiver, de manière à limiter au maximum l'humidité. Ça protège la cellule, l'avionique en particulier. Mais la maintenance, c'est aussi les moteurs, les hélices. Nous avons fait par exemple une overhaul des 2 hélices. Une overhaul, c'est-à-dire une révision générale, il y a 2 ans. Il a fallu trouver un prestataire. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule entreprise en Europe qui fait ce genre de travail, c'est au Portugal. Donc il faut amener les hélices au Portugal. Il faut ensuite être très patient, quelquefois attendre 1 an et demi pour recevoir de nouveau les hélices. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, l'avion ne vole pas ou vous avez un Alors jeu il faut un jeu d'avance, c'est ce que nous avions. Nous avions un jeu d'hélices d'avance et nous avons donc patienté 18 mois pour recevoir ces hélices qui ont changé d'ailleurs le comportement de l'avion. C'est-à-dire qu'il était vraiment nécessaire de remplacer les précédentes. L'avion vibre beaucoup moins et vole un petit peu plus vite avec les nouvelles hélices. Donc on sent bien que le fait d'accorder une grande attention à tous les détails de l'avion, que ce soit les moteurs, les hélices, les trains, tous les systèmes, fait que l'avion fonctionne très bien. C'est un avion fiable. On dit qu'il est robuste, qu'il est rustique. C'est faux, ça n'est pas du tout un avion rustique. C'est un avion robuste, mais c'est un avion qui a des systèmes, et des systèmes dont il faut s'occuper. Que ce soit l'hydraulique, que ce soit l'électricité, les carburants, tous ces systèmes doivent être entretenus avec beaucoup d'attention, que ce soit l'étanchéité des conduites, tous les capteurs, et ce sont des choses qui s'usent avec le temps et sur lesquelles il faut intervenir. La différence par rapport aux avions modernes, c'est que la plupart des équipements, vous pouvez les démonter, et si vous avez la documentation, vous pouvez quasiment les réparer vous-même. C'est ça la différence fondamentale. Il n'y a pas d'électronique. Par contre, il y a des systèmes qu'il est quelquefois difficile de trouver. Par exemple, les relais électriques fonctionnent avec des piles carbone. Aujourd'hui, c'est une technologie qui n'existe plus. Aujourd'hui, on a des régulateurs électroniques
Et ces régulateurs électroniques fonctionnent souvent moins bien, sont moins adaptés à cet avion que les piles carbone d'origine. Alors, justement, on parle des piles carbone, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais elles sont indispensables pour faire voler cet avion. Donc, on trouve un remplaçant ou on continue à réparer ces piles? Alors, au début, le premier réflexe, c'est de moderniser. On se dit, on va mettre un régulateur électronique, ça va marcher. Et on échange beaucoup avec la communauté des pilotes et des gens qui entretiennent les DC-3 aux États-Unis. On a beaucoup d'échanges. On fait partie d'une société qui s'appelle la DC-3 Society. On échange des adresses, des techniques, des tours de main et notamment le sourcing des pièces. Et donc la modernisation avec de l'électronique souvent est moins bonne que le matériel d'origine. Et il existe au Texas, à San Antonio, une société qui fait encore l'overhaul de ces pièces. Alors je dis bien l'overhaul, c'est-à-dire la révision générale. Ils révisent. On ne prend pas des pièces d'origine, ce qu'ils appellent les NOS, New Old Stock, parce que là, par contre, on est sur du matériel qui est périmé, même s'il est parfaitement emballé, souvent ça ne fonctionne pas. Non, il faut des gens qui ont encore la compétence et la capacité d'aller acheter les différents composants, de les assembler, de les tester et ensuite de nous les livrer. Il y a combien de DC-3 qui volent dans le monde? Parce que là, il y a une société, DC-3 Society, qui rassemble les gens qui exploitent les avions en collection ou en opérationnel. Ça représente combien d'avions dans le monde aujourd'hui? Alors, les avions sont répartis en gros entre les États-Unis, un petit peu l'Amérique du Sud, mais il n'y en a quasiment plus, à part en Colombie où il y en a de moins en moins, et puis l'Europe. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 160 Dakota en état de vol dans le monde, en incluant ceux qui ont des turbines. Et ça représente 70 à 80 exemplaires avec turbine. Donc il y a une centaine de DC-3 moteurs à piston qui traînent. Il y en a une centaine en état de vol ou susceptibles de voler, et parmi cette centaine, il y en a environ 40 à 50 qui volent de façon régulière. C'est-à-dire que chaque année, volent, je ne sais pas, entre 10 et 50 heures par an. Certains font jusqu'à 150 heures par an. Vous, en gros, avec le vôtre, vous volez combien d'heures par an à peu près? Alors nous, on l'exploite en vol depuis 2010, donc on a 15 ans d'expérience cumulée. On fait entre 30 et 70 heures de vol par an, selon les événements auxquels on participe. Par exemple, dans les années en 4, oui, ça vole beaucoup. Eh bien voilà, on participe à la Normandie, mais aussi au débarquement de Provence. On participe à de nombreuses commémorations, à des survols de sites historiques, ce qui vient compléter l'activité dite de meeting aérien, de fête aérienne, qui est toujours une occasion de rencontre assez extraordinaire, et puis surtout de rencontre avec le public. Mais les commémorations aussi, on a beaucoup de spectateurs qui viennent maintenant participer à toutes les reconstitutions dans les lieux où se sont produits des événements. Et l'année dernière, donc en 24, on a notamment participé au survol de 153 communes du Var, 153 communes que nous avons survolées dans le cadre des commémorations du débarquement de Provence, qui est évidemment moins connu que celui de Normandie, mais qui est un vrai événement militaire, puisque c'est par la Provence que l'approvisionnement des armées anglaises, américaines et françaises est parvenu pour aller envahir l'Allemagne. Et puis, il faudra noter aussi qu'au niveau des C-47, les avions qui ont participé au 6 juin 1944 en Normandie étaient souvent, ceux qui avaient survécu, ont été aussi engagés sur les opérations du débarquement. Et après, ils ont fait Market Garden, etc. Il y a donc une centaine de DC-3 dans le monde. Ça justifie des réseaux d'approvisionnement, de gens qui font des pièces spéciales pour les DC-3, ou alors c'est de la récup, il faut s'organiser pour trouver des pièces encore avionnables. L'écosystème de l'approvisionnement, il fonctionne comment pour ces machines-là? Alors, le DC-3 a été utilisé commercialement en grande quantité jusqu'en 2008. Lorsqu'il y a eu la crise économique de 2008, là, il y a eu un arrêt total des Dakota qui servaient comme avions cargo. Alors pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la plupart des usines automobiles étaient construites au lendemain de la guerre, ont été transformées en usines automobiles, mais c'était des usines qui produisaient de l'armement et qui étaient sur des bases où il y avait soit des bases militaires, soit sur des terrains d'aviation. Donc ces usines sont transformées en usines automobiles et il était jusqu'en 2008 pratique d'utiliser des Dakota pour aller d'une usine à l'autre, qui était souvent distante de 300 ou 400 km, notamment dans le centre-nord des États-Unis. 2008, la crise économique a groundé plusieurs centaines de Dakota. Et en gros, d'un millier, on est passé à 160 Dakota à ce moment-là. Alors depuis, il n'y a pas de vrai écosystème économique. Il y a encore quelques magasins ou quelques sociétés qui font des overhauls de pièces, mais
je vous rappelle que la communauté des pièces, c'est que les pièces qui vont sur un Dakota, souvent vont sur un Mustang, vont sur un C-45, sur un Beech, vont sur un Douglas Invader ou sur différents autres avions. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Warbird aux États-Unis, au-delà des Dakota qui volent. Par exemple, la communauté des T6 ou des T28, où il y a plusieurs centaines d'exemplaires. Et donc ces pièces qui sont communes ou dont la technologie est commune se retrouvent chez les mêmes fournisseurs. Par exemple, si on regarde celui des moteurs, là c'est un cas un peu plus compliqué parce qu'il n'y a plus que 2 entreprises aux États-Unis qui font les révisions générales des moteurs. L'une est dans le nord-ouest des États-Unis et l'autre est en Floride. Et donc il devient difficile de faire réviser un moteur et surtout le coût des moteurs a explosé. Un moteur de Dakota, il y a une quinzaine d'années, coûtait dans les 15-20 000 euros. Aujourd'hui, c'est entre 100 et 150 000 dollars. On est quand même dans un écosystème où 90 ans après, on a encore 2 entreprises dans le monde qui s'intéressent à ce produit-là, qui a un moteur qui a 90 ans, 100 ans, et qui fonctionne encore quand même. C'est bluffant. C'est prenant quand même. C'est bluffant. Comme si Citroën s'occupait encore de faire la maintenance des tractions avant. Enfin, c'est fou, cette longévité. Et il y a encore donc quelques entreprises qui travaillent sur le DC3. Il y a encore quelques entreprises, et notamment à Oshkosh, il y a une entreprise qui s'appelle Basler, qui, elle, fait surtout des turbinisations du Dakota. Donc, ils fabriquent un certain nombre de pièces de structure, des pièces d'adaptation, qui vont sur les anciens modèles, mais aussi sur leur modèle à eux, celui qui est à turbine, avec deux turbines PT6. Vous pouvez, chez Basler, si vous avez en gros 5 millions de dollars, demander à vous faire livrer un Dakota neuf à piston. Aussi, parce qu'ils font leur transformation avec donc, le Basler BT67, mais ils peuvent aussi également faire D'accord. Il y a un BT67, ça vole beaucoup, il y en a à peu près 80 qui ont été convertis. Il y en a un qui s'est écrasé en Argentine la semaine dernière. Enfin, il s'est écrasé, s'est posé sur le ventre. Il y a un peu de travaux à faire, mais l'équipage est descendu à pied de son avion, pas de blessure, mais l'avion, là, il y a des travaux, il y en a pour un petit peu de budget. Bon, oui, le BT67, c'est effectivement la génération 2 du C-47. Ils utilisent des cellules d'avion qui ont parfois fait la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Aujourd'hui, à Oshkosh, dans le backyard de Basler, il doit y avoir une petite quinzaine d'avions. Alors, c'est une menace quelque part pour le DC-3 ou le Dakota d'origine. Parce que Basler, de plus en plus, préfère convertir un avion qui vole encore que de partir d'une épave. Donc, il prélève quelque part sur le volume des avions volants, des avions chaque année, ce qui est un peu dommage et ce qui tend à réduire le nombre de Dakota d'origine et de Warbird. Il y a une tension sur le prix du DC-3 à cause de ça, parce que dans le train, en arrivant, j'ai regardé un petit peu les sites d'annonces et voir à quel prix se négocie un DC-3 ou un C-47 en état de vol. Ça coûte moins cher qu'un appartement parisien. J'en ai trouvé à entre 200 et 350 000 dollars en état de vol, souvent avec des avions qui avaient un beau pédigré, quand on voit par rapport à un prix d'un Spitfire, etc. Enfin, c'est pas un Warbird très très cher, mais il y a une tension sur le coût sur l'avion. C'est à cause de ça ou c'est totalement décorrélé? Je ne crois pas que ce soit un marché au sens marché traditionnel. C'est un marché de passionnés. Un jour, il y a une fondation ou un groupe d'amis qui décident d'acheter un Dakota et de le mettre en vol. Ou qui font une erreur, comme ça a été mon cas quelque part. Oui, mais enfin, on en discutera. C'est un clin d'œil. Ma femme me disait que l'aviation me coûtait le prix d'une maîtresse avant que j'achète le Dakota et que maintenant j'entretenais un corps de ballet. C'est votre danseuse. C'est une série de danseuses. Mais déjà, un Dakota, c'est 2 Warbird, puisque c'est c'est comme si vous aviez 2 Spitfire en termes de motorisation. C'est 2 fois 1200 chevaux. Donc ça veut dire que la mise en œuvre de l'avion, elle est compliquée. Ensuite, c'est un avion de ligne, il fait 12 tonnes. Quand vous le rentrez, le sortez d'un hangar, il faut ouvrir des portes, il faut être plusieurs pour les manipuler, il faut avoir un tracteur, il faut avoir une barre de remorquage, il faut être au moins 2 pour la manipuler. La maintenance, c'est une équipe de 5 à 10 personnes. Ça n'est pas l'avion d'un individu, à la différence d'un Mustang ou d'un Corsair ou d'un Spit. C'est l'avion d'une équipe. Vous êtes déjà 2 pilotes. Il faut au minimum être un 3e pour faire les pleins. Plein d'huile, les pleins d'essence. Faire le plein d'essence, c'est presque 1 heure.
par gravité. C'est 3000 litres d'essence que vous mettez à bord de l'avion, avec un pistolet qui est le même que celui que vous utilisez pour remplir votre DR400. Tout ça, c'est du temps. Monter l'huile, rappelez-vous, c'est 8 litres à l'heure par moteur. Souvent, on prend un bidon d'une quinzaine de litres qu'il faut emmener à 3 mètres au-dessus de l'aile. Et donc là aussi, c'est un effort physique que de remplir et de faire le plein d'huile. Donc c'est un avion d'une équipe. Alors après, sur le marché du Dakota, les avions que l'on trouve aux alentours de 300 000 $ sont des avions qui peuvent voler dans le cadre d'un ferry flight. Donc on peut le ramener sur une base principale. Mais après, ce ne sont pas des avions qui ont une fiabilité permettant de voler, de faire une série par exemple une saison de meeting. Et là, il faut des avions qui sont éprouvés et ça coûte souvent beaucoup plus cher. Souvent, on dit que ça vaut entre 250 000 et 5 millions de $ parce qu'effectivement, ça dépend complètement de l'état et de l'objectif que vous avez à travers l'avion. Au bout de 15 ans d'exploitation de ce DC-3, j'ai l'impression que la passion, elle ne s'est pas estompée, que l'avion est au cœur de vos préoccupations. C'est quoi, en tant qu'exploitant de DC-3, par rapport aux autres avions que vous avez pu piloter, que vous pilotez encore, comment cet avion se distingue des autres? Cet avion, pour vous, c'est un avion historique pour tout le monde, y compris pour moi-même. Et piloter un morceau d'histoire, au début, c'est très impressionnant. C'est quelque chose qui, psychologiquement, il faut dépasser parce que c'est un avion et qu'il faut le piloter en sécurité. Aujourd'hui, on a 2 responsabilités principales. La première, c'est de présenter l'avion, de le mettre à son avantage et de le présenter en sécurité pour nous, en tant qu'équipage, et pour les gens qui peuvent monter à bord et les gens qui nous regardent. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, c'est de préserver l'avion pour qu'il puisse voler encore dans 50 ans. Je ne serai plus là, mais cet avion sera vraisemblablement encore là. Et donc nous sommes quelque part des passeurs dans l'histoire, et je crois que c'est notre responsabilité première aujourd'hui, c'est de s'efforcer de maintenir l'avion au meilleur de son état, notamment par rapport au temps, parce que 90 ans que cet avion vole, c'est évidemment une gageure, c'est quelque chose de compliqué. Et donc il faut continuer à préserver cet avion pour que dans 50 ans, il continue de voler. Il n'y aura pas beaucoup d'avions qui auront une longévité pareille. Aujourd'hui, des avions qui ont 100 ans et qui volent, ce sera le cas dans 10 ans, il y en a extrêmement peu. Il y a quelques Blériot 11, quelques Spad, mais il y a très peu de pièces d'origine sur ces avions, à part le moteur. Là, la cellule, elle est 100% d'origine. Les ailes sont d'origine. Le train d'atterrissage est d'origine. Seuls les moteurs ont été remplacés. Cet avion a accumulé assez peu d'heures. Il a seulement 24 000 heures de vol en 80 ans. 24 000 heures avec un potentiel de 1000 heures, ça veut dire 48 moteurs qu'il a consommés. Ça veut dire autant d'hélices. Ouais, mais la cellule, l'aile, le train d'atterrissage, tout ça c'est d'origine. Vous le concevez, vous, en tant que passeur d'histoire, finalement, mais il y a aussi le plaisir du pilote, quelque part. Ce n'est pas un avion anodin à piloter. Il vous apporte quoi en termes, quelque part, de satisfaction physique de le faire voler, ou morale, intellectuelle? Ça se situe où, la passion du pilote de DC-3? Elle est où? D'abord, c'est un challenge. Moi, je suis à l'origine pilote privé. C'est ça, ouais, on se finit pilote de ligne des années 30. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voler sur des petits avions, des avions de voltige, sur des bimoteurs également, sur Fuga Magister. Et arriver sur un avion qui pèse 11 tonnes 880, c'est une forme, je ne vais pas dire d'aboutissement, mais enfin c'est une forme de fierté légitime que de recevoir la confiance de pouvoir voler en tant que copilote d'abord et ensuite en tant que commandant de bord. On a la chance d'avoir une réglementation en France qui permet de le faire. Il faut la préserver, cette réglementation. Vraiment, quand je dis il faut la préserver, on a à la fois un cadre d'entretien et un cadre de pilotage qui sont des atouts majeurs. Gardons cette réglementation, faisons-la évoluer, mais elle est intelligente et elle est bien appliquée par les autorités. Ça permet effectivement d'avoir cette satisfaction de piloter l'avion. Après, l'avion est plaisant évidemment à piloter. Il est réconfortant. Les 2 moteurs, on a coutume de dire que ce sont 2 gros chats qui ronronnent. Et c'est vrai que lorsque vous êtes en croisière, vous réduisez en gros à la moitié de la puissance. Donc vous volez aux alentours de 550-600 chevaux en continu. Et là, vous avez 2 fois 14 cylindres. Ça fait quand même une trentaine d'Harley-Davidson de chaque côté qui ronronnent. Et cet avion, tant par les formes extérieures qui sont très cocooning, qui sont très protectrices, il est très doux dans ses formes, et dans le bruit de ses moteurs, avec ses hélices tripales, vous êtes vraiment dans une situation de confort psychologique. Cette caractéristique double, la forme de l'avion et le bruit, participe à vous donner du réconfort. C'est un avion réconfortant. Donc, quand vous n'avez pas le moral, vous sortez votre DC-3, vous allez faire un petit tour. Il faut d'abord que l'équipe ait envie de le faire.
C'est pas un avion d'un individu. Oui, c'est ça, c'est un avion collectif. d'équipe. Ouais, c'est ça. Et quand vous arrivez sur un terrain d'aviation, la plus grande des satisfactions, c'est qu'on ne vient pas voir le pilote. Non, On s'en voir fout. l'avion. Le pilote du Mustang, on vient, c'est un demi-dieu. Non, on vient voir l'avion. La star, c'est l'avion. Ben, c'est lui, sa star. Et ça, c'est extraordinaire. Je dis le travail d'une équipe et la star, parce que c'est un avion de l'histoire. C'est vraiment l'histoire, cet avion. L'histoire, il y a un plaisir physique alors à le piloter, à avoir ce bruit. Et même de l'extérieur, je confirme que le bruit du DC-3 en vol, c'est un truc, il y a des frissons parfois. Ça reste quand même quelque chose d'assez contraignant. Il y a 100 heures de maintenance pour 1 heure. Il y a des challenges en permanence. Il faut trouver des meetings aériens pour le faire voler, des manifestations. Derrière, il y a un modèle pas économique évidemment, mais opérationnel. C'est quoi les challenges qu'il faut aller chercher des organisateurs pour dire j'ai un DC-3, je veux participer à votre événement? Oui, c'est un petit peu la difficulté que nous rencontrons depuis toujours et que les autres opérateurs peuvent rencontrer en Europe et même aux États-Unis, hein, c'est pareil. C'est qu'effectivement, c'est un avion qui est iconique, il est star des meetings aériens, mais peut-être pas reconnu à la valeur économique de son coût. C'est-à-dire que c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est coûteux, mais c'est aussi compliqué. On mobilise toujours 3, 4, 5 personnes. Et lorsque vous débarquez sur un meeting aérien et que vous dites on vient, on est 2 pilotes. Ah, vous êtes 2 pilotes? Ben oui, pilote à 2, hein. C'est pas un avion, on n'a pas le droit de le piloter tout seul. Mais il faut un troisième au minimum pour faire les pleins, pour nous aider à démarrer, pour tenir l'extincteur pendant la mise en route. Et donc il est plus confortable d'être 4 ou 5, ben déjà ça coûte. Héberger 3, 4, 5 personnes au lieu d'un, c'est évidemment plus cher. Ensuite, le coût global de l'avion, sa consommation, quand on le met en l'air et qu'on se met en attente pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, eh bien évidemment on a consommé 300 litres d'essence, et 300 litres d'essence à 2,70 €, c'est un budget, plus les 16 litres d'huile, Qui ne sont pas donnés non plus. qui ne sont pas donnés, puisqu'on est sur 10 € du litre, hein, donc on a 160 € rien que d'huile à l'heure de vol. Donc tout ça rajoute au coût. Maintenant, il ne faut pas se plaindre, on a la chance d'avoir des meetings qui sont dynamiques en France. Cet avion va un peu en dehors de la France, on a dans le passé proche été en Angleterre plusieurs fois, à Duxford, à Leeds, à l'invitation de la Fighter Collection. On est allé en Allemagne plusieurs fois à l'invitation de bases américaines, par exemple, qui nous ont invités pour commémorer, il y a 2 ans à Ramstein, pour commémorer les 80 ans du groupe qui avait été créé et qui aujourd'hui est basé à Ramstein. Et donc c'est toutes ces différentes opérations qui permettent d'amortir l'avion. Les commémorations, qui sont très intéressantes et qui rencontrent un énorme succès de plus en plus, puisqu'elles mélangent des reconstitueurs qui sont au sol, avec des jeeps, avec des camions, avec des uniformes, avec des chars. Puis vous avez la composante aérienne qui vient par-dessus, ce qui est compliqué parce que les autorisations pour survoler des centres-villes sont difficiles à obtenir. Ce sont des dossiers. Souvent, on passe plus de temps à préparer le dossier qu'à voler. Évidemment, c'est un survol d'une ville, Château-Thierry ou les villes du Var, Bormes-les-Mimosas par exemple, c'est souvent 4 ou 5 journées pleines de documentation à remplir, de CERFA. Quelquefois, on a une collaboration active des autorités, quelquefois une forme d'indifférence, donc il faut faire preuve de beaucoup d'envie, de passion avec les élus locaux pour y arriver et puis dire mais non, mais vous verrez, ce sera super bien. Le bilan est toujours positif. Mais la préparation est souvent longue et un petit peu ardue. Et il y a aussi des tournages de cinéma, il y a des embauches aussi comme ça qui permettent de faire voler l'avion? Alors l'avion, celui-ci est un petit peu connu maintenant et participe à quelques tournages. Par exemple, une série de films qui vont sortir sur l'histoire de Charles de Gaulle, qui va sortir en 26, où cet avion jouera un rôle. Également Marsupilami, qui sort en février 26. Il a été piloté par Jamel Debbouze et Didier Bourdon. Voilà, il participe à un certain nombre de films, ce qui aide effectivement à mettre un peu de beurre dans les épinards et à permettre à l'association, puisque c'est une association qui met en œuvre cet avion, c'est un Dakota sur la Normandie, qui depuis maintenant 15 ans met en œuvre cet avion. On parlait de l'huile tout à l'heure, ça m'a rappelé une déclaration d'un certain Joe McBrien. Un de ses principaux problèmes aujourd'hui, lui, dans l'exploitation des quelques DC-3 ou DC-46 qu'il fait encore voler, c'était justement l'huile, parce qu'on ne trouvait plus d'huile au grade suffisant pour être utilisé sur ces moteurs-là. Son inquiétude, ce n'était pas le carburant, ce n'était pas la maintenance, c'était de trouver des huiles adaptées à ces moteurs-là. C'est quelque chose que vous ressentez, vous, ici en Europe, ou
ou c'est spécifique à cette compagnie qui exploite encore des avions anciens dans les territoires du Nord-Ouest, très très au nord du Je Canada? pense qu'ils ont une particularité, Ouais. c'est de voler par des temps particulièrement froids, puisqu'ils volent communément par des températures inférieures à moins 15, moins 20, moins 25, moins 30 degrés. Aujourd'hui, nous, on utilise 2 grades d'huile, une qui est plus ou moins épaisse selon que ce soit l'hiver ou l'été. Mais l'hiver, l'avion est surtout consacré, enfin la période est surtout consacrée à la maintenance, évidemment. Donc l'avion vole assez peu par des températures inférieures à 10 degrés, ce qui ne nous pose pas de difficulté d'approvisionnement aujourd'hui. Parce que évidemment, voilà, on a parlé du DC-3 en tant que Warbird, et ben on sait qu'il y a des compagnies qui l'exploitent encore au sens commercial du terme. On a Desert Air donc à Anchorage, il y a Buffalo Airways dans les territoires du Nord-Ouest, il y a une compagnie encore qu'on exploite en Floride, si mes souvenirs sont bons. Floride Air Cargo. Oui. Voilà, il y a la police colombienne aussi, mais ils ont surtout des Basslers, il me semble, donc il y a encore quelques avions qui sont exploités opérationnellement. On va peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe à l'avant, parce qu'il y a un joli bureau. Alors, vous avez remarqué que l'avion est en pente. Oui. Et donc, c'est une forme de défi que d'aller vers l'avant. Oh, mais je pense que la récompense, elle est devant. Ouais, on va aller y aller. Bah voilà, ça y est, on y est là. Alors, c'est un peu étroit. Alors, le cockpit est plus étroit que laisse penser la taille de l'avion, qui lui est un avion généreux avec une cabine large. On tient debout dans la cabine, même s'il y a une ascension évidemment lorsque l'avion est au sol. Une fois en vol, la cabine est parfaitement plane. Mais par contre, le cockpit est un peu réduit en taille et on a une certaine proximité entre, malgré entre tout, les deux cochers. On se touche pas non plus, c'est pas aussi intime qu'un Cessna 150. C'est vrai que le cockpit est pas très grand, la vitre on est tout de suite dedans. Et par contre, on a... Alors, on a une absence de repère lorsqu'on vole, puisque souvent, lorsqu'on vole sur un avion léger, on a un capot. Là, on a une absence totale de repère, donc il faut prendre ses marques, et notamment... Lorsqu'on passe d'un avion léger à un avion comme celui-ci, on est assis à peu près 3 mètres plus haut. On est aux alentours de 4 mètres, ce qui donne une impression en particulier au roulage qui est tout à fait particulière. C'est un roulage qu'on doit accomplir avec prudence. En plus, c'est un train classique. C'est un train classique. La roulette qui est à l'arrière, qui est assez significative en taille, peut se bloquer. Donc lorsqu'on est en ligne droite, on a un outil de verrouillage avec une manette ici qui bloque cette roulette. Évidemment, il ne faut pas oublier de la débloquer lorsqu'on veut virer, autrement on casse un arrêtoir qui est en aluminium et à ce moment-là, la suite du vol, enfin en tout cas le vol projeté, va être compromis. D'accord. Une instrumentation très classique, on a... c'est un gros Cessna, quoi, en fait. C'est une instrumentation assez classique, même si on l'a modernisée, évidemment, pour répondre aux règles en matière de radio, puisqu'on a radio 833, on a même des micro-écrans FX ici, mais tout ce qui est le panel relatif aux instruments moteurs sont strictement d'origine. Il n'y a pas de modification. Le pylône central, où il y a les commandes d'hélice, les commandes de gaz, les commandes de richesse, est strictement d'origine. On a une roue de trim assez importante, avec une remise à zéro du trim qui se fait ici, avec un grand ressort et une graduation plus 12, moins 12. Et on a surtout des commandes de train, des commandes de volet au sol, avec une pompe manuelle, qui est ce grand levier, sachant qu'on a un verrouillage du train qui est au plancher. Donc on actionne, on ouvre et on ferme un robinet de train avec cette manette ici. Une fois que le train est dans la position d'être sorti, par exemple, on verrouille mécaniquement avec ce qu'on appelle des couteaux. Ce sont des systèmes qui bloquent le train mécaniquement en plus du blocage hydraulique. La richesse le réchauffage carbu est là. Voilà, c'est ça. Donc en fait, là c'est le sélecteur les sélecteurs de carburant. Donc on a 4 réservoirs. On peut évidemment croiser les réservoirs droite et gauche, avant, arrière. C'est ce qu'on appelle les réservoirs main ou aux. Sachant que selon les modèles d'avion, on n'a pas le droit de décoller sur les aux ou on a le droit. Là, on a les magnétos. Tout ça, c'est strictement d'origine, les magnétos, les systèmes qui permettent de passer les hélices en transparence, en drapeau. Le compas qui est dans une boîte un peu... Qui bouge. Alors, système très moderne et très efficace d'amortissement, tout simplement avec des ressorts. C'est là où on a le pragmatisme de cette époque, où on a un système parfaitement fiable,
avec un éclairage, hein, c'est rétroéclairé. D'accord. L'avion vole de nuit, il faut se le rappeler. Oui. Il vole en conditions givrantes, à l'époque, hein, pas aujourd'hui. Et donc on a tous des systèmes qui sont pleinement opérationnels, des essuie-glaces avec des moteurs hydrauliques. Il y a un truc qui est très amusant aussi, c'est les indicateurs de volée sur le côté. Et oui, on a ici un petit bitard qui monte et qui descend, Et et là, qui correspond à la position exacte. et là, c'est l'ouverture des volets de capot moteur, hein, c'est ça? C'est ça, là ce sont des robinets hydrauliques qui permettent d'ouvrir ou de fermer les capots. C'est rustique. On sent que l'avion a des heures de vol, qu'il a été manipulé dans tous les sens, mais c'est simple et puis c'est à peu près rationnel. C'est un avion qui réunit toutes les briques technologiques de 1935. Ce qui se fait de mieux est dans l'avion. Et c'est ça d'ailleurs la magie des avions, c'est que au moment où on les conçoit, à l'époque comme aujourd'hui, on peut dire que le meilleur de l'intelligence humaine, de la connaissance, des matériaux, de l'aérodynamique, de la motorisation est réuni pour faire un objet qui est le meilleur de ce qu'il est possible de faire au moment où on le conçoit. Mais lui, il a posé une brique d'avion commercial rentable, rationnel, fiable, même si la maintenance n'est quand même pas simple. On est à une époque où la technologie coûtait cher et la main-d'œuvre était extrêmement bon marché. C'est l'inverse de ce que l'on vit aujourd'hui. Donc la technologie, elle était mise en place avec l'avion, mais on avait beaucoup d'hommes pour mettre en œuvre l'avion. Il y a une petite porte ici qui permet de charger les bagages. On appelle ça la hamburger door, parce que on avait un bonhomme qui montait en haut d'une échelle, on jetait les bagages dans l'avion, on les mettait ici. C'était fait rapidement. On pouvait faire ce qu'on appelle des demi-tours assez rapidement. Les hommes n'étaient pas chers à l'époque, et c'est ce qui explique le contexte dans lequel on l'exploitait précisément. Et tout ça pour se balader à 150 nœuds. Oui, c'est ça, Voilà. entre 135 et 155 nœuds. Mais sur 1500, 2000 km comme qui rigole. Et c'est un avion très stable une fois qu'on est en croisière. Le roulage est un petit peu... Il n'est pas compliqué. Il faut être attentif. Voilà. Il faut utiliser les freins de façon parcimonieuse, d'abord parce qu'ils sont efficaces. Et ils risquent de faire se percuter les passagers. Il n'y a pas de risque de passer en pylône, rien qu'en fait. Il peut y avoir un risque de passer en pylône, mais surtout, il faut les économiser. Donc, il faut rouler avec attention. Ce n'est pas difficile, mais il faut être attentif. Sauf quand il y a beaucoup de vent, où là, il y a un phénomène de girouette qui devient vite problématique. Il a des limitations en vent de travers Alors, il a des limitations. Nous, on le limite aujourd'hui aux alentours de entre 15 et 18 nœuds. Il avait été certifié au-delà, j'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais ils en ont cassé énormément et la marine américaine l'avait limité à 5 nœuds de travers dans les années 48. Ouais, quand même 5 nœuds, c'est pas beaucoup. C'est très très peu, c'est dire si l'avion était mal considéré, enfin en tout cas sur cette caractéristique-là. Jusqu'à une quinzaine de nœuds, l'avion est parfaitement contrôlable à tout moment dans la phase de décollage ou d'atterrissage. Le roulage est un peu plus compliqué. Une fois qu'on a aligné l'avion, évidemment, il faut, comme tous les avions, appliquer la puissance de façon symétrique. Il y a quand même des moteurs très puissants. C'est 1200 chevaux de chaque côté avec une tripale. Donc il y a vraiment une énergie qui se libère. L'accélération est assez progressive au tout début, mais après, il faut pousser sur l'avion pour le maintenir au sol, parce qu'il a une envie naturelle de voler. Il sera second régime dans ces cas. Voilà, exactement. Il risque de passer au second régime. Donc il faut pousser un petit peu. Donc c'est très simple. On démarre évidemment application de la puissance. On est tout derrière. On le met à une position intermédiaire. Lorsqu'on soulage la roulette de queue, on commence à légèrement pousser pour maintenir l'avion au contact du sol, arriver aux alentours de 80 mph. Et là, on le soulage et on le met dans une recherche de vitesse pour arriver à la blue line. Et donc la vitesse de contrôle si on perdait un moteur. Donc il y a une période un petit peu courte, de quelques secondes, qui est entre l'avion qui n'est pas contrôlable et l'avion qui devient contrôlable en cas de perte moteur. On rentre le train, on rentre les Voilà, volets. le copilote a du boulot, beaucoup. Ouais. Il rentre le train, il ajuste les puissances, il ajuste les hélices, fait une première réduction, à la fois de la pression d'admission et de la vitesse de rotation des hélices, et ensuite une deuxième réduction, et on maintient ensuite la croisière, en montée, pardon. D'accord. Et on adapte la richesse en fonction de l'altitude, comme sur tous les avions. Alors la richesse, elle est automatique. Il y a deux positions. Il y a une position dite auto-lean et une position full reach. Donc tout ce qui est décollage se fait évidemment en full reach. Les remises de gaz évidemment. Mais après on est en auto-lean et ce sont les carburateurs qui gèrent ça de façon relativement automatique. Donc en fait, il est carrément plus simple que certains avions. Certains avions légers d'aujourd'hui, bien sûr, absolument.
Et après, alors, en termes de maniement, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais il n'est pas tout à fait... Ce ne sont pas tout à fait les lois d'effort, Voilà. pour utiliser le terme des ingénieurs, exact qu'on applique aux commandes. Alors, il est léger en profondeur. Il est logique et normal en profondeur, comme un avion moderne. Par contre, aux ailerons, il est un peu plus lourd, et donc on a souvent le pied. Ah, il y a un truc. Mince, c'est moi qui ai C'est touché d'éclairage. l'éclairage. On a le pied qui précède la main, pour Le pied notamment précède la main. voilà, D'accord. pour inscrire l'avion en virage. Et on revient au neutre une fois qu'on l'a inscrit en virage. D'abord, on amorce l'action par le palonnier, et ensuite la main suit le pied. D'accord. Et comme il est très voilier, il a beaucoup d'effets inverses. Absolument, beaucoup Donc d'effets la aérodynamiques. bille-bordel, tout ça. Faut Oui, le enfin, suivre. il faut s'en occuper, mais bon, on n'accède pas au début avec un avion comme ça. Il faut avoir volé sur des avions légers. Souvent, on dit qu'il faut avoir fait du train classique, c'est une Oui. évidence. Si vous avez fait du mousquetaire en haute montagne à la pleine charge, commencez Ouais. à avoir un peu les réflexes qui seront utiles sur ce type d'avion. Je suis journaliste aérobuzz, je gagne très très bien ma vie, donc demain j'achète un DC-3. Il y a un Excellent choix. Bah oui, il y a un cursus à suivre. On fait du Piper Cup, du T6, comment ça se passe? Enfin, et d'ailleurs, au sein de l'association, les équipages n'arrivent pas ici par hasard. Il y a un cursus pour former Alors, les pilotes. nous sommes organisés un petit peu comme une compagnie. On a un chef pilote, pilote d'essai civil et militaire, ancien colonel de l'armée française, Axel Valla. Ah oui. C'est lui qui est le gardien du pilotage, de la sélection, de la formation et du suivi des pilotes. Et évidemment, on renouvelle nos qualifications, on fait des entraînements tous les ans. Entraînement pour le présenter en meeting, mais simplement des vols de reprise en main de l'avion parce qu'on va rester 2-3 mois sans l'utiliser. Rien que le fait d'être assis en hauteur, bah, c'est une sensation qu'on n'aura pas vécue, même si on a fait quelques dizaines d'heures de vol entre deux vols de DC-3 avec des avions légers. C'est une sensation qu'il va falloir corriger immédiatement, cette hauteur. Et puis après, il y a l'inertie de l'avion qu'il faut accaparer, qu'il faut intégrer et qu'il faut garder. L'avion n'est pas compliqué dans l'absolu dans des conditions de vol normales. Par contre, lorsque on perd un moteur, ça nous est arrivé d'avoir une casse, là, il faut s'occuper de l'avion. Il ne s'agit pas de se jeter sur les commandes, mais il faut s'en occuper. Je me souviens d'un accident, enfin d'un quasi-accident que nous avons vécu à Doxford. On était avec des amis qui volaient un avion norvégien. Un passager leur signale une fuite d'huile sur un moteur. Les équipages, qui étaient constitués de 2 pilotes de ligne extrêmement formés, ont immédiatement coupé le moteur. D'accord. Sauf qu'ils se sont trompés de moteur. Ils se sont mis en vente arrière avec 22 passagers, ils sont revenus se poser, et au moment du toucher, le moteur qui avait une fuite s'est coupé pour de bon. Donc ils se sont retrouvés à terminer le roulage sur la piste principale de Doxford avec les 2 moteurs à l'arrêt. Ouais, ils étaient au sol. Donc c'est un avion, il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas non plus l'embiner parce que aérodynamiquement, c'est un avion qui n'est pas parfait. Il faut rajouter un peu de puissance sur le moteur vif, celui qu'on va conserver. Il ne faut pas hésiter éventuellement à descendre un petit peu pour aller chercher l'énergie si on a une insuffisance si on est en dessous de 110 mph. Une insuffisance de badin. Sincèrement, c'est un avion, si on est en IMC de nuit dans des conditions givrantes à la masse max, c'est pas un sport de masse que de couper et de ramener l'avion. Nous, on l'utilise en VFR, plutôt dans des conditions que l'on choisit, donc des conditions météo correctes. Et c'est un avion qui est très sain, à condition de vraiment s'en occuper et surtout d'appliquer les procédures. On a des procédures, on a des checklists, on a un entraînement. Et sous cette réserve-là, eh bien, un pilote privé qui a fait preuve d'une grande humilité, qui est la première qualité des pilotes pour piloter un DC-3, s'en sortira sans problème. Il y a un simulateur qui existe aux Pays-Bas qui sert pour la formation des équipages des DC-3. Vous y allez ou alors vous faites sans? Nous, on fait en réel sur l'avion jusqu'à présent, y compris couper un moteur, l'ensemble des décrochages, que ce soit en lice ou en configuration atterrissage, plein volet ou demi-volet. Et on a également, avec Axel Valla et avec Claude Saget, lui aussi pilote d'essai, fait des approches de VMCA, ce qui est assez impressionnant sur cet avion. En VMCA, c'est la vitesse minimum de contrôle en air, c'est-à-dire on perd un moteur et on est aux approches de la perte de contrôle totale de l'avion sur le seul moteur qui existe. D'accord. Donc vous vous entraînez, vous avez un programme. En fait, en début de saison, vous faites quelques heures de vol comme ça, Tout à fait. pour reformer.
On va arriver à la fin de la mission. Le DC-3, là, il est en maintenance. Il va revoler assez rapidement. Vous savez déjà quel programme de meeting et de manifestation auquel l'avion va participer? Est-ce qu'on sait exactement où on va le voir? À la fin de l'année, c'est un petit peu l'inquiétude, je vais dire, dans le sens où on a très peu d'engagements pour l'année suivante. Puis les engagements s'engrangent finalement assez naturellement au cours de la fin de l'hiver et au début du printemps. D'accord, le temps que les gens s'organisent et commencent à prospecter. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où on va vous voir, mais on va vous voir. Très certainement à la Ferté-Alais. D'accord. Avec nos amis de la JBS qui ont beaucoup de courage pour organiser le meeting 26. Et évidemment, si on peut les aider, on le fera avec un immense plaisir. Très certainement Melun, vraisemblablement le meeting de Cambrai également. D'accord. On a quelques dates, mais enfin pour l'instant tout ça est en devenir. En guise de conclusion, en une phrase, résumer le DC-3, quand on le vit de l'intérieur comme ça, c'est... C'est un avion historique, c'est un avion loyal et la réalité de l'avion est supérieure à la légende. Merci Alain de nous avoir accueillis à bord de votre avion. Et je suis impressionné et surtout très content de toutes ces explications parce que quelle belle histoire. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Moi je suis encore un petit peu sous le charme et puis on va terminer en lui disant bon anniversaire parce que 90 ans c'est pas donné à tout le monde. À bientôt sur Jamsit.